bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui à la Paris Manga, je suis en très bonne compagnie, regardez cette belle armure de chevalier du Zodiaque. Il y a également dans cet espace une exposition sur Saint Seiya que je vais vous montrer tout à l'heure. On a pas mal de choses, j'ai une interview avec Nao Kuren et puis beaucoup de cosplay, beaucoup d'artistes, plein de petites découvertes, donc on va voir ça ensemble, on va faire un blog ensemble, c'est parti. Ça, ce sera en backstage. Vas-y. Allez, on se met un petit peu. Hop, voilà que je suis encore là. Je suis petite. Attendez. Voilà. Essayez de rabaisser un petit peu. Je peux me mettre comme ça, si vous. Non, c'est moi, c'est pas grave. Ok. Je vais m'avancer un peu. Ok. Allez, là, on est avec le Doc. Qui a sa chaîne YouTube sur One Piece, mais là c'est exceptionnel, on fait un petit retour nostalgie, retour en arrière Klepto, et donc tu vas nous expliquer comment t'en es venu à faire cette exposition sur Saint Seiya notamment. Ok, il faut savoir qu'à la fin de l'année on va fêter les 40 ans de Saint Seiya, les Chevaliers Zodiac. On va vraiment le fêter l'année prochaine, mais moi je suis toujours après précoce, donc j'ai voulu le faire en avance. Très bien. Et donc comment tu en es venu à organiser cette exposition? Avant tout, je suis un enfant du Club Dorothée et aussi de Récréa 2. Et même si j'aime bien One Piece, on a grandi avec Dragon Ball et Chevaliers Zodiac. Et je suis un collectionneur avant tout. Donc j'ai des collections sur plein de mangas et plein d'animés. Et là, je me suis dit pourquoi pas faire une expo sur les Chevaliers Zodiac. Sento Seiya. Ah, magnifique, quel style et quel accent parfait. Parle-nous de la planche que tu as entre les mains. Alors, ce que j'ai entre les mains, hop,
Ça s'appelle un model sheet. Ça permet justement à l'animateur, qui est Shingo Araki, de faire le character designer, de faire des esquisses des personnages. Et après, les animateurs qui vont travailler sur le dessin animé, eh bien, ils utilisent ce style de document où justement on voit toutes les phases de Seiya avec l'armure de Pégase, du Sagittaire, pour pouvoir. Là, j'allais me faire taper par les fans pour savoir justement comment le dessiner. Merveilleux. Et donc là, tu fais sur les 2 jours de la Paris Manga. Oui. Et on peut te trouver donc sur ta chaîne, le doc, sur YouTube. Oui, c'est ça, sur YouTube. C'est vraiment spécialisé sur One Piece. Par contre, je tiens à vraiment féliciter la Paris Manga. Ça fait plusieurs années que je travaille avec eux et l'orga est vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à venir. Bon, et en tout cas, en off, tu me disais que ce qui te tenait à cœur, c'était la transmission de génération. Parce que là, on te voyait parler avec des petits. Oui. C'est d'ailleurs que j'ai d'autres classeurs aussi avec d'autres documents, d'autres animés. Là, par exemple, c'est Demon Slayer, parce qu'on prépare une expo l'année prochaine sur Demon Slayer. Alors, ce qui est très important, c'est que je ne fais qu'exposer ma collection. Oui, c'est ta collection. Voilà, c'est ma collection et à travers ça, j'aime bien expliquer aux jeunes, quand ils regardent justement un dessin animé, dire qu'il y a des humains derrière. Oui, parce qu'ils ont tendance à croire que c'est que de l'IA. Oh mon non, Dieu. Non. C'est avant tout des humains. Et c'est grâce à des personnes comme nous qui avons commencé avec le Club Dorothée, qu'il y a maintenant beaucoup de mangas et que justement le premier pays consommateur hors Japon du manga et des animés, France, c'est la France. Cocorico. Merci beaucoup. Et puis très bon Paris Manga alors. Merci beaucoup, à bientôt.
est dans quelle temporalité par rapport à Radiant dans Sifendir Chronicles ? Donc c'est vraiment en parallèle de ce qui se passe dans les volumes qui sortent actuellement. Du coup là on est au tome 19, bientôt 20. Et c'est vraiment en parallèle juste après les événements du tome 10. D'accord, après les événements du tome 10. C'est ça. D'accord. C'est ça, juste après du coup la grande guerre qui a chamboulé un peu Sifendir et Castellan Merlin. Oui, c'est ça, il l'évoque assez souvent au cours du tome 1, ces guerres-là. C'est ça, parce que vraiment on se retrouve dans un environnement qui est en train de se remettre d'une guerre, du coup un après-guerre, et qui est en train de, rencontrer de nouveaux problèmes, essayer de gérer, faire en sorte de joindre les deux bouts. Et il y a le personnage principal, Akil, qui se retrouve en plein milieu. Bon, là, j'ai pas fait le... Alors, il faut qu'on remette en perspective, pour ceux qui ne connaîtraient pas Sifendir Chronicles. C'est, dis-moi si je me trompe, mais c'est, un endroit qui a été très préservé du monde grâce à une forêt qui est un peu hors du temps. Elle perd les gens se perdent dedans et on ne sait jamais quand on en ressort, et ça peut être un siècle après, 15 jours après, et c'est ce qui est arrivé à Akil et sa petite sœur entre autres. C'est ça, oui. La particularité de la cité la capitale de Sifendir, c'est qu'elle est entourée d'une forêt magique, oui, où les personnes se perdent dans le temps et ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont ressortir. Ils peuvent faire juste l'expérience de 20 minutes et 200 ans s'est déroulé lorsqu'ils y ressortent. Et oui, le personnage principal y était avec sa petite sœur qui s'appelle Tan. Et il y a un accident quelque chose s'est passé. Ils ont été séparés. Il est sorti avant sa petite sœur. Et aujourd'hui, il attend Il la cherche. Il la cherche, il attend qu'elle ressorte. C'est ça. Oui, c'est vraiment sa principale motivation, même au-delà, puisque c'est un petit peu le rêve de tous les jeunes de ce pays-là, c'est d'être, je les appelle apprentis chevaliers, apprentis dragonniers, parce qu'ils montent des dragons pour protéger, c'est une armada volante pour protéger Sifendir. Et donc on est après-guerre, et puis on peut parler aussi d'une baisse de mana, une baisse de fantasia, de magie. Du coup, le personnage c'est pas son rêve du tout. Oui, c'est pas son rêve du tout, on est d'accord. Ouais, ce qui lui importe, c'est de retrouver sa petite sœur Tan. Oui, et il est vraiment, pacifique. Vraiment, il déteste la violence. Il a été élevé d'une manière, il a été élevé, il a une éducation qui lui a fait prendre conscience que oui, la violence c'est pas vraiment quelque chose, c'est vraiment pas un truc qu'il est censé exercer en quelque sorte. Puis donc vraiment le fait d'être enrôlé d'office dans le cursus des chevaliers sorciers, des apprentis chevaliers sorciers, ça l'enchante pas du tout, mais il est un peu contraint de le faire pour être aux premières loges si sa petite sœur sort de la forêt. C'est ça. Et puis il se retrouve aussi, alors on dit que c'est une infection, mais c'est aussi une sorte de pouvoir, et il sait pas trop le maîtriser en fait. Les infections ne sont pas des pouvoirs, mais il y en a qui, il y en a qui peuvent être très utiles, mais c'est jamais vraiment genre des pouvoirs. Le personnage principal, du coup, son infection, c'est que lorsqu'il prend un coup, je pense que je peux montrer une tu planche. Tu peux poser ton micro si tu veux. Tac. Lorsque le personnage prend un coup, je sais pas si on le voit quelque part. Tac. Mettre juste ici, Tu peux l'approcher de la caméra si tu veux pour le montrer. Ici, je sais pas si. Voilà. Et juste ici, lorsque le personnage prend un coup, il y a des écailles en fait qui se mettent à apparaître, et ça, c'est un peu une sorte de représentation de la violence reçue, genre qu'il absorbe en quelque sorte. Et pour le personnage pacifique qu'il est, ça ressort une personnalité qui est complètement contraire à sa philosophie. Du coup, vraiment, lorsqu'il absorbe cette violence, il a vraiment ce besoin, vraiment urgent, de la ressortir. De la décompression, ce qu'on appelle la décompression. C'est ça, de la ressortir, mais du coup de manière violente, en frappant quelque chose. Et du coup, ça fait de lui un peu un danger. Et il en a conscience d'ailleurs. Il en a très bien conscience, parce que
Oula, j'allais spoiler un truc. Je vais me calmer tout de suite. Je vais me calmer tout de suite. Mais oui, là, ça a posé quand même pas mal de problèmes. Ouais. Et oui, il est très 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 conscient de ça. Et dans l'histoire, il y a d'autres choses qui vont s'ajouter, qui vont, comment dire, qui vont vraiment genre comment dire, prendre la maîtrise en fait de cette infection, genre indispensable. Sinon, il peut vraiment devenir un danger. D'une très grosse échelle. Oui, parce qu'on va pas vous raconter tout, ceux qui connaissent, mais effectivement, il va rencontrer peut-être, ce qu'on peut dire, un artefact qui doit aussi apprendre à maîtriser, et tout ça combiné, c'est pas simple pour un jeune homme de son âge. C'est ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui passent dans sa tête, et Tony, il aime bien, par moments, torturer ces personnages. Quel père indigne. Après, c'est, comment dire, je sais pas si je dirais que dans toutes les histoires c'est comme ça, mais la plupart du temps c'est comme ça qu'on arrive à s'attacher aux personnages, et que vraiment on arrive à créer une histoire plus ou moins palpitante en quelque sorte. Oui, et puis le lecteur peut faire des parallèles aussi avec sa propre vie, ses propres difficultés, parce que c'est vrai que c'est une sorte de métaphore, de parallèle. C'est ça.